Mesdames, Messieurs, bonjour et bon après-midi. Merci de suivre MCR-TV pour vous informer. Et sans plus tarder, ouvrons cette édition de la mi-journée. Cérémonie de remise des équipements et matériels aux producteurs locaux par le gouvernement en partenariat avec le système des Nations Unies, PNUD et FAO, vendredi et samedi dans la sous-préfecture de Nzambi et Madingokai. Ces cérémonies ont été patronnées par le ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Tister Tikaya. Images et commentaires. Le gouvernement congolais, représenté par le ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Tister Tikaya, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, ont remis hier, vendredi et ce samedi des équipements et matériels aux communautés producteurs des sous-préfectures de Nzambi et de Madingokai relatifs au projet de renforcement des capacités des producteurs. Le représentant du PNUD, Mohamed Abshir, indique l'intérêt de la mise en œuvre de ce projet. Cette initiative concourt aux importants efforts de la République du Congo et du président de la République en faveur de l'autonomisation économique des populations et la préservation de l'environnement avec l'implicite reconnaissance du Congo comme deuxième poumon de la Terre. Pour que ces efforts du Congo en faveur d'un environnement mondial soutenable soient poursuivis dans le temps, tout en favorisant le développement et la lutte contre la pauvreté, la contribution des uns et des autres à tous les niveaux est capitale. J'ai cité les autorités au plan national et local, le secteur privé, les populations et les partenaires techniques et financiers que nous sommes. Notre bureau a contracté la FAO, qui était déjà présente dans l'espace d'intervention du projet, pour la mise en œuvre des activités opérationnelles sur le terrain. Ce projet a accordé une place prépondérante à la formation des acteurs en tenant compte des besoins exprimés par les populations. Ainsi, l'apiculture, le maraîchage, la pêche et la vannerie ont été sélectionnés et des équipements acquis remis aux bénéficiaires pour la sous-préfecture de Nzambi. Nous avons pu acquérir pour Nzambi le matériel suivant: 23 congélateurs de grande capacité, 9 pirogues monoxyles de moyenne et grande capacité, 9 moteurs hors bord de 15 chevaux chacun, 3 groupes électrogènes de 7 kVA chacun, 43 glacières dont 33 de 100 litres et 10 de 50 litres, des filets de différentes tailles, des plombs, des flotteurs et autres petits matériels de pêche, 24 gilets de sauvetage, 22 imperméables, 12 lampes torches frontales de grands modèles, du matériel de l'apiculture comme moyen de lutte contre les dégâts causés par le passage des éléphants, des gorilles et des sangliers, comme des ruches, des enfumoirs, des équipements de protection, des appâts, etc. Ce samedi, à Madingokai, les bénéficiaires ont également reçu. Il s'agit de produire davantage pour valoriser ce matériel. Sorti satisfait de cette cérémonie de remise de matériel, le ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Tister Tikaya, a donné ses impressions. Je suis d'abord venu ici dans le cadre d'un projet de renforcement des capacités mené par des partenaires internationaux qui nous soutiennent dans cet élan-là. Renforcer les capacités des pêcheurs, des vanniers, des agriculteurs, des apiculteurs. Et donc il était important. Aujourd'hui c'est l'apothéose. On voit, mais il y a tout un travail qui a été fait, un travail de fourmi, de renforcement de capacités pour former l'ensemble des heureux récipiendaires. Et je voudrais donc d'abord saisir l'opportunité de cela pour remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés et qui ont permis donc l'aboutissement heureux de ce projet. En qualité de membre du gouvernement, de ministre des Hydrocarbures, pour soutenir justement ce projet qui nous semble important dans la diversification de l'économie, la préservation de l'environnement, mais aussi permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à des richesses tout en développant leur potentiel et en préservant l'environnement. Traînant le pied pendant plusieurs années, ce projet a vu sa mise en œuvre être exécuté dans un délai plus court à la satisfaction des bénéficiaires.
Inauguration du temple de l'église Christianisme prophétique en Afrique de Tintazi. Une paroisse restaurée par les hommes de bonne volonté, a déclaré le révérend Antoine Lassi, pasteur supérieur, au micro d'Herman Roll. Suivez. Mais le temple que vous avez vu là a vieilli. C'est un temple qui a vieilli, qui a mis du temps. Des hommes de bonne foi ont bien voulu faire en sorte que cette paroisse soit restaurée. Le prophète, je disais, a rayonné physiquement jusqu'en 1974. Donc le 24 mars 1974, le prophète s'est élevé. On dit normalement décédé. Mais nous disons le prophète s'est élevé puisqu'il est physiquement pas parmi nous, mais spirituellement il est parmi nous. La preuve, au jour d'aujourd'hui. Hier, c'était le 24 mars, donc 43 ans après son élévation, nous avons donc pensé que c'était nécessaire d'ajuster. Ce n'est pas un fait de hasard, de faire en sorte que l'inauguration de ce temple qui a été restauré soit le jour même où le prophète s'est élevé. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des tensions, mais je sais que nous sommes des frères et sœurs en Christ. Ce qui s'est passé hier, nous allons ensemble. C'est ça mon objectif. Ensemble, faire en sorte que l'Église soit une seule. Je dis bien une seule, une vraie, celle du prophète Lassi Simon Zéphirin. On rappelle leur célébration vendredi 24 mars 2017 de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Cette journée a pour but de sensibiliser à l'épidémie mondiale de tuberculose et aux efforts entrepris pour éliminer cette maladie. Un reportage de Saint-Cyr Modeste, Mafouta Paris. La sensibilisation était au cœur de la retrouvaille des membres de l'Association congolaise de lutte contre la tuberculose en ce jour commémoratif au niveau mondial. En effet, la tuberculose est une maladie contagieuse provoquée par un bacille tuberculé ou bacille de Koch. On peut la prévenir et il est possible de guérir. Rufin Mombo Moussavo, chargé de programme de cette ONG au cours de sa communication. Les activités de sensibilisation de la population sur la tuberculose, dont nous avons eu 9000 séances de sensibilisation, 175 250 personnes ont été sensibilisées sur la tuberculose, dont le mode de contamination, la définition, le traitement, les lieux de prise en charge et la gratuité du traitement. 64 000 personnes sensibilisées ont accepté le diagnostic de la tuberculose. Les activités de recherche de malades irréguliers font également partie des activités liées à Ascoli-Cotu. Donc nous avons eu 1368 malades tuberculeux irréguliers au traitement à visiter. Et parmi ces malades, 367 malades ont été retrouvés pendant ces visites à domicile. 290 malades retrouvés ont été réorientés et accompagnés pour la reprise du traitement. Et dans la mise en œuvre de ces activités-là, Ascoli-Cotu rencontre plusieurs difficultés, dont les refus de recevoir les relais communautaires dans certains ménages, les informations incomplètes des malades, soit des fausses adresses données par les malades au niveau de l'hôpital, la confusion, les informations entre les malades déjà guéris et en cours de traitement. De la transmission des symptômes des régions de l'organisme susceptibles d'être touchées par le bacille de la tuberculose ont été évoqués. Le but de cette sensibilisation par David Keye Dunga, membre du relais communautaire de la dite association. Les activités que nous menons, vous puissiez nous aider à ventiler l'information parce que nombreux sont ceux qui ne sont pas imprégnés de la situation ou bien de l'information sur la tuberculose. Parce que quand nous menons nos activités, parmi les activités, c'est l'activité de recherche de perdus de vue qui nous permet de nous rapprocher des perdus de vue, donc des personnes
qui, pour la plupart, interrompent leur traitement. Et en ce moment-là, ça cause de la difficulté. Pour cela, nous avons mission, nous, relais communautaires, de nous rapprocher d'eux par le biais des informations que les hôpitaux, sinon les CDT ou le CTR nous donnent. Nous nous rapprochons d'eux pour chercher à nous imprégner de toutes les informations nécessaires qui font qu'ils puissent interrompre leur traitement. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui se commémore est l'occasion pour les organismes nationaux comme internationaux de faire des efforts drastiques pour faire diagnostiquer les populations, les traiter, les inciter et guérir tout le monde afin de vaincre cette pandémie mondiale. En société, quelques étals et boutiques de vendeurs du marché de Titi Massola sont presque vides depuis un certain temps. Un constat de Leslie Luzolo. Suivez. Ces boutiques fermées et quelques tables vides sont celles des commerçants du marché de Titi Massola qui ont eu du mal à supporter les odeurs nauséabondes de cette gigantesque décharge publique créée derrière ce marché resté projet de construction. Quelques commerçants n'ont pas caché leurs impressions. Quelqu'un peut trouver la mort à cet endroit. On aperçoit les corps des nouveau-nés dans cette eau. La présence de cette poubelle fait que les populations vident ce secteur. Cette avenue n'est plus fréquentée à cause de cette décharge publique. Pourtant, la mairie possède des engins. Pourquoi ne fait-elle pas bien son travail? Ne pourrait-elle pas installer les plaques d'interdiction? Cette décharge publique n'est pas seulement l'œuvre des populations, également de la mairie. Nous avons décidé de ne plus vendre nos produits à cet endroit. À cet endroit se trouve une grande mare d'eau qui sert de nid de moustiques. Les corps sans vie sont trouvés dans cette décharge publique, nous ont informé les commerçants de ce marché. Le souhait des vendeurs du marché est que les autorités leur viennent en aide en trouvant des solutions à ce problème qui fait tant couler la salive. Surtout veiller aux agents véreux de la mairie qui possèdent au dépôt des bacs à ordures au sens opposé à cet endroit. Ces derniers temps, les cas de banditisme sont signalés au quartier Mboukou, communément appelé quartier Mouyondi. Le manque d'éclairage public sur le boulevard Charles de Gaulle serait l'une des causes, nous explique Leslie Luzolo dans ce reportage. Cette avenue, débaptisée boulevard Charles de Gaulle depuis plus de 3 ans, est restée jusqu'à ce jour un projet. Les caniveaux érigés aux abords ne servent à rien selon les habitants du fait que quand il pleut, les eaux de pluie stagnent sur la voie au lieu de se déverser dans les caniveaux construits en hauteur. En dehors des eaux de pluie, l'herbe qui pousse le long de ce grand boulevard est la bienvenue pour les animaux qui broutent. Les décharges publiques sont visibles ici et là. Les carcasses des voitures abandonnées sur la voie servent de gîte aux bandits qui font du mal à la population, obligée désormais de rentrer tôt à la maison. L'avenue là, depuis longtemps qu'on a commencé, bon, ça s'est arrêté en coup de chemin, on ne sait jamais ça dit à quoi. Je ne sais pas si c'est le tas, ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. C'est l'entrepreneur qu'on avait donné qui n'arrive pas à faire progresser les travaux, bien comment. C'est ça, on se demande. L'insécurité, que voulez-vous? Vous voyez un peu comment c'est tout, il y a des herbes là. Que voulez-vous? Les bandits ne peuvent que venir se camoufler là parce qu'il y a des herbes, parce que quand il y a des herbes, les bandits en profitent. La nuit, vous ne pouvez pas passer là parce que vous voyez, il y a des carcasses et puis il y a des herbes là. Donc ils en profitent, se cachent là quand quelqu'un passe là, on vous parle et puis bon, vous avez de l'argent, quoi que ce soit, on vous prend. Cette avenue n'est pas éclairée, il faut voir, c'est un problème de la SNE. Je ne sais pas si c'est la SNE qui fait, ils ont des comptes avec la mairie. On nous fait savoir que non, normalement, les lumières publiques, c'est la mairie qui s'en occupe, mais c'est un problème qui regarde la mairie et la SNE. Le manque d'éclairage public sur ce boulevard pourrait être la principale cause de ces actes de banditisme.
Parlons économie dans ce journal. Au Cameroun, selon le comité monétaire et financier national, la situation monétaire du pays se porte bien. En 2016, la masse monétaire s'est fixée à 4 155,4 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 5,1%. Africa 24. La masse monétaire au Cameroun enregistre une hausse de 5,1%, passant de 3 954,6 milliards en 2015 à 4 155,4 milliards de francs CFA en décembre 2016. Les avoirs extérieurs nets baissent de 34,4%. Ainsi, le solde des avoirs du Cameroun en compte d'opération a diminué de 63,3%. Selon les experts, cette hausse est la résultante d'une demande constante. Il y a une forte demande de la monnaie pour justement réaliser des échanges, pour acheter, n'est-ce pas, des biens et services. Il y a eu une forte demande de monnaie comme unité de valeur, enfin unité de réserve. Sur la même période, le taux de couverture extérieure de la monnaie est revenu de 86,83% à 73,62%. Le crédit intérieur enregistre une hausse de 41,2%. Cette situation monétaire, comme l'expliquent les experts, est tributaire de plusieurs apports sectoriels, notamment avec le transport transfrontalier. Pourquoi le secteur du transport? Parce que il y a une forte demande en transport due à cette crise humanitaire qui a cours au Cameroun, notamment dans la partie est, à l'est du Cameroun, avec la guerre qui a eu lieu en Centrafrique. La même chose pour reconstruire la Centrafrique, il y a beaucoup, n'est-ce pas, du matériel qui rentre, il faut transporter. Selon le Comité monétaire et financier national, l'économie camerounaise confirme sa résilience avec une croissance économique du PIB réel estimée à 5,3% en 2016, selon les premières projections de la Banque centrale. La vulnérabilité de l'économie tchadienne face au choc exogène préoccupe le gouvernement. Images et commentaires. Au Tchad, le gouvernement continue de chercher des solutions à la crise économique et financière que traverse le pays. Selon les autorités en charge des finances et du budget, la très forte vulnérabilité de l'économie tchadienne face au choc exogène est la conséquence de la dépendance du trésor public vis-à-vis des ressources pétrolières. C'est pourquoi, selon ces dernières, l'évaluation des dépenses fiscales du pays et la réforme de l'impôt sur les revenus des personnes physiques sont impératives. La très forte vulnérabilité de notre économie au choc exogène et plus particulièrement à la baisse du prix du baril de pétrole est la conséquence d'une dépendance vis-à-vis des ressources pétrolières qui affecte sévèrement le niveau de nos recettes publiques ces dernières années. La réforme de notre système fiscal s'impose pour lutter contre la déperdition des ressources publiques et la promotion de l'investissement, gage de la croissance économique. Pour certains experts, la baisse des recettes fiscales et la chute du prix du pétrole ne sont pas les seules causes de l'effondrement de l'économie tchadienne. L'octroi d'exonérations ou d'avantages fiscaux dérogatoires à certaines entreprises est aussi à l'origine d'importants manques à gagner pour le trésor public en termes de recettes fiscales. L'exonération n'est pas si mauvaise. Il faut faire, comment j'appelle, des subventions ciblées. Par exemple, des couches vulnérables, les malades, les branches qui ont besoin des exonérations, il faut faire des subventions ciblées. Rappelons qu'au Tchad, depuis plus de 5 ans, les recettes publiques non pétrolières stagnent à moins de 6% du PIB, ce qui constitue une valeur anormalement faible par rapport aux autres pays d'Afrique au sud du Sahara. Opération de rapatriement pour 151 Ivoiriens qui étaient candidats à l'immigration en Europe. Ils reviennent de la Libye où ils étaient emprisonnés. Retrouvons nos confrères d'Africa 24. Retour en Côte d'Ivoire de 151 Ivoiriens de Libye. Ils ont bénéficié d'une évacuation humanitaire organisée par l'Organisation internationale des migrations. Candidats à l'immigration irrégulière en Europe, ils comptaient transiter par la Libye pour traverser la Méditerranée. Pour beaucoup, l'espoir d'une vie meilleure s'est transformé en cauchemar en Libye.
Je ne suis pas revenu de moi-même. J'étais rapatrié parce que j'étais en Libye. Ils ont attaqué notre foyer où on vivait. Le 14 janvier, ils nous ont pris. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais en prison. Aujourd'hui, je suis sorti. En tout cas, actuellement, il ne peut pas encourager les gens pour partir là-bas parce que ce que moi j'ai vu là-bas, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Il a trop fait les prisons de 3 mois. C'était trop pour moi. Pour le gouvernement ivoirien, il faut lutter contre l'immigration clandestine en Europe par la sensibilisation et le démantèlement des filières de passeurs. Cependant, la liberté de circulation ne doit pas être bridée. La liberté de circulation est un droit inaliénable. On ne peut pas empêcher des Ivoiriens qui veulent partir de migrer. Cela peut arriver, mais ce que nous voudrions, c'est que les Ivoiriens puissent migrer légalement. En 2015, le gouvernement ivoirien a mené une opération similaire de rapatriement de 44 Ivoiriens bloqués en Libye à la suite de leur tentative d'émigration irrégulière en Europe. Revenons à Pointe-Noire où le siège de la Ligue départementale de football du Kouilou a abrité la réunion préparative des compétitions de 1 et de 2. Un reportage de Jérémy Bakwa rendu par Joël Pombo. Le siège de la Ligue départementale de football du Kouilou a servi de cadre à la réunion préparative des compétitions D1 et D2. Jean-Pierre Mabiala, premier vice-président de la dite structure sportive, a présidé cette retrouvaille où il avait en face de lui les présidents des clubs et les secrétaires généraux qui tous ensemble ont regardé les contours relatifs aux exigences d'organisation et du démarrage des championnats des divisions 1 et 2. Les précisions avec le premier vice-président de la Ligue. L'objet de notre réunion, c'est que nous préparons le démarrage du championnat des 1 et 2. Et c'est pourquoi nous avons appelé toutes les équipes pour regarder dans quelles conditions que nous devons donc commencer notre championnat. Et combien des équipes que nous aurons cette année et le démarrage sera quand. Mais après la réunion, nous avons compris que il nous faut que la fédération, nous avons déjà le calendrier de la Ligue 1, nous attendons le calendrier de la Ligue 2 pour que nous logeons notre championnat parmi les espaces qui vont rester pour la Ligue 2. La date de changement, nous n'avons pas encore dit la date du championnat, mais nous avons dit la clôture des engagements, c'est le 6 mars. La relance des compétitions au niveau de la Ligue départementale permettra aux différents de préparer l'élite pour la montée aux compétitions supérieures. Nous avons les deux calendriers à la main et après nous faisons notre calendrier, ce sera un calendrier. Mesdames et messieurs, c'est par cette note de reportage de Dio Pombo et Joël Pombo que nous mettons un terme à cette édition. Merci de votre fidélité renouvelée. Au revoir et à la prochaine occasion.